Bienvenue dans une histoire qui commence par la mort et se termine par l'immortalité. C'est le jour de Noël 1642, et dans une petite ferme de la campagne anglaise, un nourrisson prématuré pousse son premier cri. Il est si petit que sa mère a dit plus tard qu'il aurait pu tenir dans une pinte. Les sages-femmes ne lui donnent aucune chance de survie. Son père est déjà mort, son avenir semble inexistant. Pourtant, cet enfant fragile grandira pour percer les secrets de l'univers lui-même, pour sonder l'esprit de Dieu et pour changer fondamentalement la façon dont l'humanité comprend la réalité. Son nom est Isaac Newton, et voici l'histoire complète de l'esprit le plus brillant de l'histoire de l'humanité. Avant de commencer ce voyage extraordinaire à travers les découvertes révolutionnaires d'un seul homme, veuillez prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien signifie tout. Et je suis sincèrement curieux de savoir d'où dans le monde vous nous regardez ce soir. Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Maintenant, installez-vous confortablement alors que nous retournons dans l'Angleterre du XVIIe siècle pour assister à la naissance de la science moderne elle-même. L'Angleterre de 1642 était une nation qui se déchirait. Le roi Charles Ier était en guerre avec le Parlement. Frères contre frères s'affrontaient dans une guerre civile qui coûterait finalement la tête au roi. Des épidémies ravageaient la campagne avec une régularité terrifiante. La superstition régnait sur l'esprit des gens ordinaires. Des sorcières étaient brûlées, les comètes étaient considérées comme des présages de malheur. L'idée même que l'univers fonctionnait selon des lois mathématiques aurait semblé une hérésie dangereuse pour la plupart. Isaac Newton est né le 4 janvier 1643 dans ce monde chaotique, selon le nouveau calendrier, dans le petit village de Woolsthorpe, dans le Lincolnshire. Son père, également nommé Isaac, était un fermier illettré, décédé 3 mois avant la naissance de son fils. La famille n'était pas pauvre selon les critères de l'Angleterre rurale, mais elle était loin d'être riche. Il possédait une modeste ferme en pierre et quelques terres, juste assez pour survivre, mais rien de plus. Anna Iskov Newton, la mère d'Isaac, fut laissée seule pour élever son nourrisson incroyablement petit. Le garçon était si prématuré qu'elle pouvait le tenir dans le creux de ses mains. Les femmes du village chuchotaient qu'il ne vivrait pas jusqu'à son premier anniversaire. Mais Isaac Newton allait leur prouver le contraire de manière spectaculaire. L'enfant, qui un jour expliquerait le mouvement des planètes, bougeait lui-même à peine. Durant ses premiers mois, il était faible, maladif, et ne montrait aucun signe précoce du génie qui sommeillait en lui. Pendant 3 ans, la mère et le fils vécurent ensemble dans la ferme, un lien se tissant qui allait profondément façonner le caractère de Newton. Mais quand Isaac eut 3 ans, tout changea. Anna se remaria avec un riche pasteur nommé Barnabas Smith, un homme de 30 ans son aîné. Le mariage était assorti d'une terrible condition. Smith ne voulait pas du garçon chez lui. Isaac fut laissé chez sa grand-mère maternelle, tandis que sa mère partait refaire sa vie. Cet abandon fut dévastateur à l'âge où la plupart des enfants apprennent à faire confiance au monde. Isaac apprit que ceux qu'il aimait le plus pouvaient disparaître sans prévenir. Il porterait ses blessures toute sa vie, devenant un homme qui ne faisait entièrement confiance à personne, qui travaillait seul et qui protégeait ses découvertes avec un secret obsessionnel. Le petit garçon, laissé chez sa grand-mère, développa une farouche indépendance et une colère brûlante qui alimenteraient ses recherches intellectuelles pendant des décennies. Sa grand-mère, Marjorie Escaut, fit de son mieux pour s'occuper de lui, mais c'était une femme âgée qui tentait de gérer une ferme tout en élevant un enfant difficile. Isaac montra très tôt des signes de génie mécanique, construisant des moulins à vent, des horloges à eau et des cadrans solaires avec une précision étonnante. Mais il montra aussi des signes des séquelles émotionnelles de son abandon à l'âge de 7 ans. Il écrivit dans un carnet une liste de ses péchés, et parmi eux figurait cette entrée glaçante. Menacer mon père et ma mère, Smith, de les brûler, eux et la maison au-dessus d'eux. La rage était déjà là, attendant d'être canalisée quand Isaac eut 10 ans. Son beau-père mourut, et sa mère retourna à Woolsthorpe avec 3 nouveaux enfants issus de son second mariage. Les retrouvailles furent gênantes et douloureuses. Isaac avait passé 7 années formatrices à apprendre à vivre sans elle. Maintenant, elle était de retour, mais elle n'était plus entièrement à lui. Il avait des demi-frères et sœurs qui avaient bénéficié de l'amour maternel dont il avait été privé. La dynamique familiale était complexe et tourmentée,
établissant des schémas d'isolement et de méfiance qui définiraient les relations adultes de Newton. Anna Newton était une femme pragmatique. Elle s'attendait à ce que son fils aîné suive les traces de son père en tant qu'agriculteur. Elle le retira de l'école de grammaire locale à l'âge de 12 ans et le ramena à la maison pour apprendre le métier de la gestion des terres et du bétail. Ce fut un désastre. Isaac n'avait aucun intérêt pour l'agriculture, et encore moins d'aptitude pour cela. On le surprenait à lire des livres, alors qu'il aurait dû surveiller les moutons. Il construisait des engins complexes au lieu de réparer les clôtures. Le frère de sa mère, William Asquith, diplômé de l'université de Cambridge, reconnut que ce garçon se languissait à la campagne. Il convainquit Anna de renvoyer Isaac à l'école. À 14 ans, Isaac retourna à la King's School de Grantham, où il avait déjà brièvement étudié. Cette fois, il se plongea dans l'apprentissage avec une intensité qui stupéfia ses professeurs. Il maîtrisa le latin et le grec avec aisance. Il lisait avec voracité tout, des textes classiques aux ouvrages contemporains sur les mathématiques et la philosophie naturelle. Mais ce furent ses capacités mécaniques qui le distinguèrent vraiment. Il construisait des modèles fonctionnels de machines, créait des dessins complexes avec une précision mathématique et commença à montrer les premiers signes de la pensée révolutionnaire qui allait changer le monde. Le directeur de la King's School, Henry Stokes, reconnut le potentiel extraordinaire d'Isaac. Quand vint le moment d'entrer à l'université, Stokes intervint personnellement pour s'assurer que ce jeune homme brillant mais difficile aurait sa chance. En 1661, à l'âge de 18 ans, Isaac Newton arriva au Trinity College de Cambridge. N'emportant guère plus que quelques livres et une ambition démesurée de comprendre comment le monde fonctionnait réellement, Cambridge, en 1661, était une institution ancienne imprégnée de traditions médiévales. Les étudiants débattaient encore en latin. Le programme était dominé par la philosophie aristotélienne, qui avait peu changé depuis le Moyen-Âge. L'idée que le savoir devait être acquis par l'expérimentation, plutôt que par l'autorité ancienne, était encore révolutionnaire. La plupart des professeurs enseignaient exactement ce qui avait été enseigné pendant des siècles, se contentant de préserver plutôt que de découvrir. Dans cet environnement conservateur, fit son entrée un jeune homme qui allait tout remettre en question. Newton entra en tant que subsizer, la catégorie d'étudiants la plus basse, essentiellement un domestique pour ses camarades plus riches. En échange de son éducation, il nettoyait leurs chambres, servait leurs repas, et endurait leur condescendance. Cette expérience renforça son sentiment d'isolement social et sa détermination à prouver sa supériorité par ses réalisations intellectuelles. Pendant que les autres étudiants passaient leur soirée à boire et à socialiser, Newton se plongeait dans les livres. Il ne lisait pas seulement les textes assignés, mais des œuvres qui repoussaient les limites du savoir contemporain. Ses carnets de cette période rêvaient un esprit s'éveillant à sa propre puissance. Il commença à remettre en question la physique aristotélicienne, se demandant pourquoi les objets tombent et ce qui maintient les planètes sur leurs orbites. Il lut les œuvres de René Descartes, dont la philosophie mécaniste suggérait que l'univers fonctionnait comme une vaste machine selon des lois mathématiques. Il étudia les écrits de Galilée, qui avait osé pointer un télescope vers les cieux et découvert que la Terre n'était pas le centre de la création. Ces idées étaient dangereuses dans une université qui soutenait encore officiellement la vision géocentrique du monde. Mais Newton les absorba avec avidité. La transformation fut progressive mais indéniable. Le jeune paysan en colère et isolé devenait un philosophe de la nature d'une capacité sans précédent. Il commença à discerner des régularités là où d'autres ne voyaient que le chaos, à trouver des relations mathématiques cachées dans la complexité des phénomènes naturels. Son esprit fonctionnait différemment de celui des autres, avec une capacité de concentration soutenue qui frôlait le surnaturel. Il pouvait travailler sur un seul problème pendant des jours, sans manger ni dormir, poussé par un besoin insatiable de comprendre. Lors de sa deuxième année à Cambridge, Newton découvrit les travaux d'un mathématicien contemporain qui allait changer sa vie à jamais. Les écrits de John Wallis lui firent découvrir les nouvelles techniques analytiques qui révolutionnaient les mathématiques à travers l'Europe. Pour la première fois, Newton entrevit la possibilité que toute la nature puisse être décrite dans le langage des mathématiques. L'idée était enivrante et terrifiante par ses implications. Si l'univers était véritablement mathématique, alors l'esprit capable de maîtriser les mathématiques pourrait percer des secrets qui étaient cachés depuis le début des temps.
Mais ce fut lors de sa 3e année que le génie de Newton commença véritablement à se manifester. En 1664, il découvrit les travaux de Pierre de Fermat et d'autres mathématiciens continentaux. Newton se plongea dans ses études avec une intensité caractéristique, résolvant des problèmes mathématiques qui auraient vaincu des professeurs chevronnés. Ses carnets étaient remplis de découvertes originales et d'innovations qui propulsaient les mathématiques vers des territoires entièrement nouveaux. Il apprenait par lui-même à un niveau que peu d'universités pouvaient offrir. L'année universitaire 1664-1665 aurait dû être la dernière année de Newton à Cambridge, l'aboutissement de ses études de premier cycle. Au lieu de cela, elle devint le début de quelque chose d'inédit dans l'histoire de la pensée humaine. Alors qu'il se préparait à son diplôme de bachelor, Newton opérait déjà au niveau des plus grands mathématiciens d'Europe. Son esprit était prêt pour la découverte, ses outils mathématiques étaient affûtés, et son ambition était illimitée. Tout ce dont il avait besoin était l'occasion de mettre ses capacités à l'épreuve. Cette opportunité se présenterait sous la forme la plus improbable qui soit. À l'été 1665, alors que Newton achevait ses études de premier cycle, des rapports commencèrent à parvenir à Cambridge, faisant état d'une terrible épidémie se propageant à Londres. La peste noire était revenue en Angleterre avec une vengeance, tuant des milliers de personnes et forçant les autorités à prendre des mesures drastiques. Les universités furent fermées, les étudiants renvoyés chez eux, et la vie intellectuelle de la nation s'arrêta net, alors que les gens fuyaient les villes pour la sécurité supposée de la campagne. Newton retourna à Woolsthorpe, dans la même ferme où il était né, emportant avec lui une collection de livres. Il s'attendait à attendre la fin de la peste pendant quelques mois, avant de retourner à Cambridge pour poursuivre sa maîtrise et ses instruments mathématiques. Au lieu de cela, il passerait près de 2 ans dans un isolement rural, coupé du monde universitaire, mais libre de penser sans interruption. Ces 2 années, de 1665 à 1667, deviendraient connues sous le nom de son annus mirabilis, ces années miracles, au cours desquelles il ferait des découvertes qui remodeleraient la compréhension humaine, des mathématiques, de la physique et de l'astronomie. Mais nous allons trop vite en besogne. Pour comprendre l'ampleur de ce que Newton allait accomplir pendant son exil forcé de Cambridge, nous devons d'abord comprendre l'état de la philosophie naturelle dans les années 1660 et les problèmes qui avaient déconcerté les plus grands esprits de l'époque pendant des siècles. L'univers à l'époque de Newton était encore largement mystérieux, régi par des forces que personne ne pouvait expliquer et suivant des lois que personne n'avait découvertes. Le paysage intellectuel qui accueillit Newton lorsqu'il s'installa dans la ferme familiale était un monde en transition, pris entre d'anciennes certitudes et de nouvelles idées révolutionnaires. Pendant plus de 1000 ans, les savants européens avaient accepté les enseignements d'Aristote comme paroles d'évangile. Le philosophe grec avait déclaré que les objets lourds tombaient plus vite que les légers, que la Terre restait immobile au centre de l'univers. Alors que les sphères célestes transportent les planètes en cercle parfait, et que le mouvement nécessite une force constante pour le maintenir, ces idées semblaient s'aligner sur le bon sens et la doctrine religieuse, les rendant presque inattaquables. Mais des fissures commençaient à apparaître dans cet ancien édifice. Galilée avait laissé tomber des objets de la tour de Pise et découvert qu'ils tombaient à la même vitesse, quel que soit leur poids. Il avait pointé son télescope vers Jupiter et y avait trouvé des lunes en orbite, prouvant que tout dans les cieux ne tournait pas autour de la Terre. Johannes Kepler avait étudié le mouvement de Mars avec une précision minutieuse et avait conclu que les planètes se déplaçaient en ellipse et non en cercle, et qu'elles accéléraient et ralentissaient dans leurs orbites selon des lois mathématiques que personne ne pouvait expliquer. L'Église catholique avait forcé Galilée à renier son soutien au système copernicien. Mais le mal était fait. La Terre n'était plus le centre de la création. Les cieux n'étaient plus parfaits et immuables. L'univers était bien plus étrange et complexe que quiconque ne l'avait imaginé. Pourtant, même les philosophes naturalistes les plus audacieux des années 1660 ne pouvaient que décrire ce qu'ils observaient. Ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi les planètes se déplaçaient ainsi, ni quelle force invisible les maintenait sur leurs orbites, ni comment les mêmes lois qui régissaient la chute des pommes pouvait aussi régir le mouvement de la Lune. Newton arriva à Woolsthorpe, portant ces mystères non résolus dans son esprit, comme des graines attendant les bonnes conditions pour germer. La peste avait involontairement créé l'environnement parfait pour qu'un génie s'épanouisse. Il n'y avait pas de cours à suivre, pas de professeur à satisfaire,
pas d'obligation sociale à remplir. Il n'y avait que le silence, la solitude et la liberté de penser sans interruption. Le jeune homme, qui avait appris à vivre seul enfant, avait maintenant l'occasion d'explorer les questions les plus profondes sur la réalité elle-même. La ferme de sa mère devint un laboratoire de l'esprit. Newton installa un bureau dans sa chambre d'enfant, couvrant les murs de diagrammes mathématiques et d'appareils expérimentaux. Il avait apporté des livres de mathématiques, d'optique et de mécanique de Cambridge. Mais il dépassa rapidement ce que n'importe quel manuel pouvait lui apprendre. Ses carnets de cette période révèlent un esprit travaillant, aux limites même des capacités humaines, réalisant des bonds de perspicacité qu'il aurait fallu des décennies à des intellects moindres pour atteindre. La première percée eut lieu en mathématiques. Newton avait étudié le problème de la détermination de l'air sous des courbes, un défi qui occupait les mathématiciens depuis l'Antiquité. L'approche traditionnelle consistait à approximer les courbes avec des lignes droites et des rectangles, un processus laborieux qui devenait plus précis à mesure que les rectangles diminuaient, mais jamais tout à fait exact. Newton réalisa que ce processus pouvait être poussé à son extrême logique, en utilisant des quantités infiniment petites qu'il appelait fluxions, pour calculer les aires exactes sous n'importe quelle courbe. Travaillant seul dans sa chambre, oubliant souvent de manger ou de dormir, Newton développa ce qui serait plus tard connu sous le nom de calcul infinitésimal. Ce n'était pas seulement une nouvelle technique mathématique, mais une toute nouvelle façon de comprendre le changement et le mouvement. Avec sa méthode des fluxions, Newton pouvait analyser comment les quantités changeaient au fil du temps, trouver les valeurs maximales et minimales de fonctions complexes, et résoudre des problèmes qui avaient été considérés comme impossibles. Il était en train de créer le langage mathématique qui serait nécessaire pour décrire les lois physiques qu'il était sur le point de découvrir. Mais Newton gardait ses découvertes mathématiques en grande partie pour lui. Cela était en partie dû à sa nature secrète, un trait qui frustrerait d'autres mathématiciens pendant des décennies. C'était aussi le reflet de sa nature perfectionniste. Newton n'était jamais satisfait des solutions partielles ou des preuves incomplètes. Il préférait travailler seul pendant des années plutôt que de partager une idée avant d'être certain qu'elle était correcte. Cette tendance mènerait plus tard à d'âpres disputes de priorité, mais pendant les années de peste, elle lui permit de développer ses idées sans interférence extérieure. La deuxième grande découverte des années miraculeuses de Newton est venue de ses expériences sur la lumière. Il avait acheté un prisme lors d'une foire à Cambridge avec l'intention de l'utiliser pour étudier les théories optiques de René Descartes. Mais lorsqu'il a tenu le prisme devant un rayon de soleil traversant sa fenêtre, ce qu'il a vu a remis en question tout ce que les philosophes de la nature croyaient sur la nature de la lumière et de la couleur. La sagesse acceptée voulait que la lumière blanche soit pure et simple, la forme d'illumination la plus fondamentale. Les couleurs étaient considérées comme des modifications de la lumière blanche, créée lorsqu'elle était affaiblie ou contaminée en traversant différents matériaux. Un prisme produisait des couleurs parce qu'il altérait d'une manière ou d'une autre la lumière blanche pure, et non parce qu'il révélait quelque chose qui était déjà présent. Cette explication semblait raisonnable et avait l'autorité de siècles derrière elle. Les observations minutieuses de Newton racontaient une toute autre histoire. Lorsqu'il a fait passer de la lumière blanche à travers son prisme, elle s'est étalée en un magnifique spectre de couleurs, du rouge à l'orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Plus remarquablement, lorsqu'il a utilisé un second prisme pour recombiner ces couleurs, elles se sont refondues en lumière blanche pure. Cela suggérait que la lumière blanche n'était pas simple du tout, mais plutôt un mélange de toutes les couleurs du spectre. Le prisme ne créait pas les couleurs, mais les séparait comme une clé, révélant des secrets qui avaient été cachés à la vue de tous. Il a testé cette hypothèse avec sa minutie caractéristique. Il a isolé des couleurs individuelles du spectre et les a fait passer à travers des prismes supplémentaires. La lumière rouge restait rouge, la lumière bleue restait bleue. Aucune quantité de réfraction ne pouvait transformer une couleur pure en une autre. Cela prouvait que les couleurs étaient des propriétés fondamentales de la lumière elle-même, et non des modifications imposées par des matériaux extérieurs. Newton avait découvert que ce qui semble simple à l'œil humain est en réalité profondément complexe, composé d'éléments qui peuvent être séparés et analysés mathématiquement. Ces expériences optiques ont conduit Newton à une compréhension plus profonde de la façon dont l'œil humain perçoit les couleurs, et de la manière dont les télescopes pouvaient être améliorés. Il réalisa que l'aberration chromatique,
qui affligeait les télescopes réfracteurs était une conséquence inévitable du comportement de la lumière, et non un défaut qui pouvait être corrigé avec de meilleures lentilles. Cette perspicacité l'inspirerait plus tard à concevoir des télescopes réflecteurs utilisant des miroirs au lieu de lentilles, révolutionnant l'astronomie et rendant possible les observations détaillées d'étoiles et de galaxies lointaines. Mais ce fut la troisième grande découverte de Newton pendant les années de peste qui aurait l'impact le plus profond sur la compréhension humaine du cosmos. Alors qu'il était assis dans le jardin de Woolsthorpe, observant une pomme tomber d'un arbre, il commença à s'interroger sur la nature de la gravité elle-même. Pourquoi la pomme tombait-elle vers le bas plutôt que vers le haut ou sur le côté ? Quelle force la poussait à accélérer vers la Terre ? Et cette même force pouvait-elle être responsable du maintien de la Lune en orbite autour de la Terre ? L'idée était audacieuse. La physique terrestre et la mécanique céleste avaient été considérées comme des domaines complètement distincts depuis l'Antiquité. Les objets sur Terre tombaient parce qu'ils cherchaient leur place naturelle au centre de l'univers. Les planètes se déplaçaient parce qu'elles étaient portées par des sphères cristallines ou poussées par des anges. Suggérer que la même force régissait à la fois une pomme et la Lune semblait estomper la distinction fondamentale entre le monde corrompu et changeant d'en bas et les cieux parfaits et éternels d'en haut. Pourtant, l'esprit mathématique de Newton voyait des schémas là où d'autres ne voyaient que des phénomènes distincts. Il calcula que si la gravité diminuait avec le carré de la distance par rapport au centre de la Terre, la force qui faisait tomber une pomme pouvait en effet fournir l'accélération centripète nécessaire pour maintenir la Lune en orbite. Les calculs fonctionnaient parfaitement, mais les implications étaient stupéfiantes. Si Newton avait raison, alors l'univers entier fonctionnait selon un ensemble unique de lois mathématiques qui s'appliquait aussi bien aux phénomènes terrestres que célestes. Cette intuition a amené Newton à reconceptualiser le mouvement lui-même. La physique aristotélicienne soutenait que les objets en mouvement s'arrêtaient naturellement à moins d'être constamment poussés. Mais Newton réalisa que le mouvement était l'état naturel des objets, et qu'ils continueraient à se déplacer en ligne droite indéfiniment, à moins d'être soumis à une force extérieure. Ce principe, qui allait devenir sa première loi du mouvement, signifiait que les planètes n'avaient pas besoin d'être poussées le long de leurs orbites. Elles n'avaient besoin que d'être constamment attirées vers le Soleil pour courber leur mouvement naturel en ligne droite, en trajectoire elliptique. Le jeune homme travaillant seul dans une ferme du Lincolnshire avait entrevu quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Il avait perçu l'unité mathématique sous-jacente à tous les phénomènes physiques. Les mêmes équations qui décrivaient la chute des pommes régissaient aussi le mouvement des planètes, des comètes et des marées. L'univers n'était pas une collection de royaumes distincts, fonctionnant selon des règles différentes, mais un système unique et magnifique, obéissant à des lois qui pouvaient être découvertes et exprimées sous forme mathématique. Ces révélations ne sont pas venues à Newton comme des éclairs d'inspiration soudains, mais comme le résultat d'un intense. Il s'adonnait à une réflexion soutenue, travaillant sur un seul problème pendant des jours ou des semaines, remplissant carnet après carnet de calculs, de diagrammes et de preuves géométriques. Sa concentration était si totale que sa mère trouvait souvent ses repas intacts, la nourriture froide et oubliée, tandis qu'il poursuivait ses intuitions mathématiques. Il était animé par une conviction presque mystique que les secrets de la création pouvaient être percés par la raison pure et une observation attentive. Fin 1666, Newton avait jeté les bases de découvertes qui allaient transformer les mathématiques, la physique et l'astronomie. Il avait inventé le calcul infinitésimal, expliqué la nature de la lumière et des couleurs, et formulé les principes fondamentaux de ce qui allait devenir sa théorie de la gravitation universelle. Il avait 24 ans, travaillait dans un isolement complet, et avait déjà accompli plus que la plupart des scientifiques n'accomplissent au cours de toute une carrière. Pourtant, il ne révéla ses découvertes à personne. Le jeune homme timide et secret préférait travailler seul, testant et affinant ses idées jusqu'à ce qu'elles répondent à ces normes incroyablement élevées. La peste qui avait éloigné Newton de Cambridge commençait à s'atténuer au début de l'année 1667. Les rapports de Londres indiquaient que le nombre de morts diminuait et que la vie normale reprenait progressivement. Universities were preparing to reopen their doors to students and faculty who had been scattered across the English countryside. Newton faced a choice that would determine the course of his future. He could remain at Woolsthorpe,
continuing his private investigations into the nature of reality, or he could return to Cambridge and begin the challenging process of sharing his discoveries with the world. The decision to return to Cambridge was not made lightly. Newton had tasted the pure freedom of intellectual discovery, the intoxicating experience of pushing into uncharted territories of knowledge, without the constraints of academic bureaucracy or the need to justify his work to skeptical professors. At Woolsthorpe, he had been free to follow his thoughts wherever they led, to spend weeks on a single calculation, to abandon conventional wisdom whenever his experiments contradicted it. The prospect of returning to the rigid structure of university life, with its formal lectures and prescribed curriculum, must have seemed like a kind of intellectual imprisonment. Yet Newton understood that isolation, however productive, could only take him so far. The discoveries he had made during his miracle years needed to be tested against the scrutiny of other minds, refined through debate and criticism, and ultimately shared with the world. Science, even for a genius of Newton's calibre, was ultimately a collaborative endeavor. The greatest insights meant nothing if they remained locked away in private notebooks accessible only to their creator. Cambridge, for all its limitations, offered something that Woolsthorpe could not: a community of scholars who could challenge, extend, and ultimately validate his revolutionary ideas. In the spring of 1667, Newton packed his books and mathematical instruments and made the journey back to Trinity College. The Cambridge he found was subtly different from the one he had left. The plague had shaken everyone's confidence in the old certainties. Death had stalked the corridors of learning, reminding scholars that their ancient text offered no protection against the unpredictable forces of nature. There was a new openness to experimental philosophy, a willingness to question traditional authorities that had been unthinkable just a few years earlier. The intellectual climate was ripe for the kind of revolutionary thinking that Newton had been developing in secret. Newton resumed his studies as if nothing had changed. But everything had changed. Il n'était plus l'étudiant hésitant qui avait quitté Cambridge 2 ans plus tôt. Il possédait désormais des intuitions mathématiques et physiques qui dépassaient tout ce qui était enseigné à l'université. Pourtant, il ne révéla rien de ce qu'il avait découvert. Il assistait aux cours, accomplissait ses devoirs et se préparait à sa maîtrise avec une diligence caractéristique, tout en nourrissant des connaissances qui transformeraient un jour la compréhension humaine du monde naturel. Ses professeurs remarquèrent que quelque chose avait changé chez le jeune homme revenu des années de peste. Les questions de Newton en cours étaient plus approfondies, ses capacités mathématiques plus sophistiquées, sa compréhension des principes physiques plus intuitive. Lorsqu'il résolvait des problèmes qui laissaient les autres étudiants perplexes, il le faisait avec une aisance qui suggérait qu'il puisait dans une compréhension plus profonde que tout ce que le programme offrait. Pourtant, lorsqu'on interrogeait sur ses méthodes, Newton n'offrait que des explications cryptiques, réticent à révéler toute l'étendue de ses découvertes. La transformation était la plus évidente dans ses travaux mathématiques. Les carnets d'étudiants de Newton avaient montré du potentiel, mais ses calculs post-peste affichaient une maîtrise qui frôlait le surnaturel. Il pouvait résoudre en quelques minutes des problèmes qui avaient occupé des mathématiciens professionnels pendant des mois. Ces démonstrations géométriques possédaient une élégance et une puissance qui laissaient ses tuteurs peiner à suivre son raisonnement. Il était clair que, pendant son absence de Cambridge, Newton avait d'une manière ou d'une autre pris une avance considérable sur ses contemporains en sophistication mathématique. Isaac Barrow, professeur lucasien de mathématiques à Cambridge, fut parmi les premiers à reconnaître le talent extraordinaire qui avait émergé des années de peste. Barrow était lui-même un mathématicien doué et un juge perspicace des capacités intellectuelles. Lorsqu'il examina les travaux de Newton, il réalisa qu'il était face à quelque chose d'inédit dans son expérience d'éducateur. Les intuitions mathématiques du jeune homme n'étaient pas seulement avancées, elles étaient révolutionnaires, pointant vers des façons entièrement nouvelles de comprendre les relations mathématiques et les phénomènes physiques. Barrow devint le mentor et le défenseur de Newton, l'attirant progressivement dans la vie intellectuelle de l'université. Sous la direction de Barrow, Newton commença à sortir de sa coquille de secret, bien qu'il restât typiquement prudent quant à la révélation de ses découvertes les plus importantes.
Il commença à participer à des discussions mathématiques avec d'autres universitaires, partageant des intuitions soigneusement sélectionnées, tout en gardant ses idées les plus révolutionnaires pour lui-même. C'était un exercice d'équilibriste délicat, conçu pour asseoir sa réputation, sans exposer l'étendue complète de ses réalisations à d'éventuelles critiques ou rivaux. L'année universitaire 1667-1668 marqua la transition progressive de Newton d'étudiant à savant. Il obtint sa maîtrise des arts en 1668, un accomplissement qui aurait normalement marqué l'apogée de son éducation formelle. Mais la véritable éducation de Newton n'avait pas eu lieu dans les salles de classe de Cambridge, mais dans la solitude de la ferme de sa mère, où il avait appris par lui-même à percevoir l'univers d'une manière qu'aucun professeur n'aurait pu lui enseigner. Le diplôme n'était qu'un titre, un simple bout de papier qui lui permettait de poursuivre sa véritable vocation de philosophe de la nature. Alors que Newton s'établissait à Cambridge, il commença à être confronté à un problème qui le hanterait tout au long de sa carrière. Comment partager ses découvertes sans s'exposer aux âpres querelles de priorité qui caractérisaient la science du XVIIe siècle. Le monde universitaire était un milieu impitoyable, où les carrières pouvaient être faites ou détruites par des accusations de vol intellectuel. Newton avait vu comment les idées révolutionnaires de Galilée lui avaient valu l'inimitié de l'Église catholique, et comment d'autres philosophes de la nature avaient été attaqués par des rivaux qui remettaient en question leurs méthodes ou leurs conclusions. La solution de Newton était caractéristique de sa personnalité. Il partagerait ses idées progressivement, en sondant le terrain. Avant de dévoiler ses découvertes majeures, il commença par faire circuler des articles mathématiques qui démontraient sa maîtrise de techniques avancées, sans expliquer entièrement les méthodes qu'il avait développées. Ces articles firent sensation parmi les mathématiciens de Cambridge, qui reconnaissaient qu'ils voyaient un travail d'une sophistication sans précédent, mais ne parvenaient pas tout à fait à comprendre comment il avait été réalisé. La stratégie fonctionna parfaitement. La réputation de Newton en tant que génie mathématique se répandit dans toute l'université et au-delà. Mais l'ampleur de ses découvertes demeura secrète. Il était comme un maître magicien, réalisant des prouesses étonnantes tout en gardant ses secrets les plus importants bien enfermés. Cette approche lui permit de gagner en crédibilité et en influence, tout en se protégeant des critiques et des controverses qui auraient pu accompagner une révélation plus ouverte de ses idées révolutionnaires. En 1669, une opportunité se présenta qui changerait à jamais la trajectoire de la carrière de Newton. Isaac Barrow annonça son intention de démissionner de la chaire lucasienne de mathématiques afin de se consacrer à la théologie. La chaire lucasienne était l'un des postes universitaires les plus prestigieux d'Angleterre, établi quelques années auparavant pour promouvoir l'enseignement des mathématiques à Cambridge. La recommandation de Barrow pèserait d'un poids considérable dans le choix de son successeur, et il était convaincu qu'une seule personne possédait le génie mathématique nécessaire pour occuper ce poste avec distinction. Le choix était sans précédent. Newton n'avait que 26 ans, aucune œuvre publiée à son nom, et une expérience d'enseignement minimale. Selon les critères habituels, il était complètement inadapté à un poste aussi prestigieux. Mais Barrow comprenait ce que les autres ne voyaient pas, que les aptitudes mathématiques de Newton dépassaient les diplômes universitaires habituels. Il avait été témoin direct de la puissance extraordinaire de l'esprit de Newton, et il était convaincu que Cambridge bénéficierait immensément d'avoir un tel génie parmi ses professeurs. La nomination a rencontré une opposition significative de la part des traditionalistes, qui se demandaient si un érudit si jeune et inexpérimenté pouvait assumer les responsabilités d'un professorat. Certains soupçonnaient que la recommandation de Barrow était davantage fondée sur le favoritisme personnel que sur une évaluation objective des qualifications de Newton. La controverse aurait pu faire dérailler un candidat moins talentueux, mais les démonstrations mathématiques de Newton ont progressivement réduit ses critiques au silence. Quand il résolvait des problèmes qui avaient déconcerté des membres expérimentés du corps professoral, quand il expliquait des relations géométriques complexes avec une clarté étonnante, quand il faisait preuve d'une compréhension intuitive des principes mathématiques qui semblaient presque surnaturels, même ses critiques les plus virulents devaient reconnaître ses capacités exceptionnelles. Le 29 octobre 1669, Isaac Newton fut nommé professeur lucasien de mathématiques à l'université de Cambridge.
À 26 ans, il avait atteint une position que la plupart des universitaires ne pouvaient rêver d'atteindre qu'à la fin de longues et distinguées carrières. Cette nomination lui conférait non seulement du prestige, mais aussi la liberté de poursuivre ses recherches sans les pressions financières qui contraignaient la plupart des universitaires. Newton disposait désormais de la sécurité et de l'indépendance dont il avait besoin pour transformer ses découvertes privées en connaissances publiques. Le premier défi du nouveau professeur était de décider quoi enseigner. Le programme traditionnel de mathématiques à Cambridge était obsolète depuis des siècles, centré sur la géométrie classique et l'arithmétique, avec peu d'attention au développement révolutionnaire qui transformait les mathématiques à travers l'Europe. Newton aurait pu jouer la prudence, en donnant des cours standards sur des sujets familiers, tout en poursuivant ses véritables intérêts en privé. Au lieu de cela, il a choisi d'utiliser sa position comme une plateforme pour initier ses étudiants à la pointe de la pensée mathématique. Mais les premiers cours de Newton ne ressemblaient à rien de ce que Cambridge avait jamais vu. Il a présenté à son auditoire des problèmes qui repoussaient les limites des mathématiques contemporaines, a démontré des techniques qui semblaient presque magiques par leur puissance et leur élégance, et a ouvert des fenêtres sur des paysages mathématiques que la plupart des étudiants n'avaient jamais imaginé exister. Sa méthode des fluxions, encore tenue secrète du reste du monde, lui a permis de résoudre des problèmes qui auraient été impossibles à résoudre avec les méthodes traditionnelles. Les étudiants regardaient avec stupéfaction leur jeune professeur accomplir des prouesses mathématiques qui semblaient défier toute explication. Mais le style d'enseignement de Newton reflétait sa personnalité. Brillant mais souvent impénétrable, il avait peu de patience pour les étudiants qui ne pouvaient pas suivre ses explications rapides ou saisir les subtilités de son raisonnement mathématique. Ses cours étaient donnés devant des salles de plus en plus vides, car les étudiants se sentaient dépassés par un contenu qui était bien au-delà de leur préparation. Newton semblait indifférent à leurs difficultés, perdu dans la beauté des relations mathématiques qu'il voyait clairement, mais ne pouvait pas facilement communiquer aux autres. L'isolement, qui avait bien servi Newton pendant ses années de recherche, devint un inconvénient dans son rôle d'éducateur. Il avait passé tellement de temps à travailler seul qu'il avait perdu la capacité de voir ses idées du point de vue des autres. Ce qui semblait évident à son esprit extraordinaire était incompréhensible pour les intellects ordinaires. Ses étudiants respectaient son génie, mais trouvaient ses méthodes d'enseignement frustrantes et souvent impossibles à suivre. Les cours de Newton devinrent célèbres dans tout Cambridge, mais plus pour leurs difficultés que pour leur efficacité pédagogique. Malgré ses difficultés en tant qu'enseignant, la nomination de Newton à la chaire lucasienne marqua le début de son émergence comme figure majeure de la révolution scientifique. Ce poste lui conféra une crédibilité et une visibilité que ses recherches privées n'auraient jamais pu lui apporter. D'autres savants commencèrent à le solliciter, curieux des techniques mathématiques qui avaient rendu possible ces démonstrations remarquables. Une correspondance commença à s'établir entre Cambridge et d'autres centres de savoir, tandis que Newton commençait progressivement à partager certaines de ses découvertes avec la communauté plus large des philosophes de la nature. La transformation fut progressive, mais indéniable. Le jeune homme secret qui avait caché ses découvertes dans des carnets privés devenait lentement un intellectuel public, contraint par sa position à s'engager avec le monde plus vaste du savoir. Le processus était souvent inconfortable pour Newton, qui préférait la solitude de son cabinet aux échanges collaboratifs qui caractérisaient la vie universitaire. Mais c'était aussi nécessaire si ses idées devaient avoir l'impact qu'elles méritaient. La première révélation publique majeure de Newton vint de ses travaux sur l'optique, l'étude de la lumière qu'il avait occupée pendant les années de peste. Ses expériences avec des prismes l'avaient mené à des conclusions révolutionnaires sur la nature de la couleur et de la lumière. Mais il n'avait partagé ses découvertes avec personne. Maintenant, en tant que professeur à Cambridge, avec accès à un meilleur équipement et à des instruments plus sophistiqués, il commença à étendre et à affiner ses recherches optiques. Les résultats allaient bientôt ébranler les fondements de la philosophie naturelle et annoncer au monde qu'un nouveau type de génie scientifique avait émergé. La scène était prête pour que Newton se transforme d'un chercheur privé en un révolutionnaire public. Ces années de découvertes secrètes allaient céder la place à des décennies de controverses publiques,
de reconnaissance et de querelles amères. Le professeur discret qui donnait des cours incompréhensibles dans des amphithéâtres vides s'apprêtait à libérer des idées qui remettraient en question tout ce que le monde scientifique pensait savoir sur la lumière, le mouvement et la gravité elle-même. Le véritable drame de la vie de Newton était sur le point de commencer. En 1671, Newton prit une décision qui le catapulterait de l'obscurité au centre du débat scientifique européen. Il travaillait en secret sur la conception d'un télescope révolutionnaire. Un télescope qui utilisait des miroirs au lieu de lentilles pour collecter et focaliser la lumière. Les télescopes réfracteurs traditionnels souffraient d'aberrations chromatiques, un effet de flou causé par le fait que différentes couleurs de lumière se réfractent à des angles légèrement différents en traversant le verre. Les expériences optiques de Newton lui avaient appris que ce problème était fondamental à la nature même de la lumière, et non un défaut qui pouvait être corrigé par un meilleur savoir-faire. Son télescope réflecteur était minuscule comparé aux instruments massifs utilisés par les astronomes professionnels, mesurant seulement 15 cm de long, avec un miroir d'un peu plus de 2,5 cm de diamètre. Pourtant, il fonctionnait aussi bien que des télescopes réfracteurs de 1,8 m de long. La conception était élégante dans sa simplicité, utilisant un miroir courbe pour capter la lumière et un petit miroir plat pour diriger l'image vers un oculaire. Le résultat était une image nette et claire, exempte des distorsions colorées qui affligeaient les télescopes conventionnels. La nouvelle de l'instrument remarquable de Newton se répandit rapidement à Cambridge et au-delà. La Royal Society de Londres, la principale organisation scientifique d'Angleterre, demanda une démonstration. Lorsque le petit télescope de Newton fut présenté aux membres réunis, il fit sensation. C'était la preuve que le jeune professeur de Cambridge ne possédait pas seulement des connaissances théoriques, mais aussi un génie pratique. Le télescope fonctionnait mieux que des instruments dont la construction coûtait bien plus cher. La Royal Society fut si impressionnée qu'elle élut Newton comme membre en 1672. Un honneur extraordinaire pour un homme qui n'avait rien publié et n'était connu en dehors de Cambridge que par des rumeurs sur ses capacités mathématiques. Cette élection ouvrit des portes qui étaient restées fermées à Newton tout au long de sa carrière. Il avait désormais accès à un réseau de philosophes naturels à travers l'Europe. Des hommes qui se débattaient avec les mêmes questions fondamentales sur la nature de la réalité qui avaient occupé ses pensées pendant des années. Mais le triomphe de Newton eut un prix inattendu. La Royal Society lui demanda de partager les principes théoriques qui sous-tendaient la performance supérieure de son télescope. Cela signifiait révéler ses découvertes controversées sur la lumière et la couleur, des aperçus qui contredisaient des siècles de sagesse acceptée. Newton hésita, sachant que ses idées provoqueraient une vive opposition de la part des autorités établies. Pourtant, il reconnaissait aussi que c'était là son opportunité d'apporter quelque chose de véritablement révolutionnaire à la connaissance humaine. En février 1672, Newton envoya une lettre à la Royal Society exposant sa théorie de la lumière et des couleurs. L'article était un chef-d'œuvre de science expérimentale, décrivant avec des détails méticuleux comment la lumière blanche pouvait être séparée en ses couleurs composantes, puis recombinées. Newton a expliqué que les couleurs n'étaient pas des modifications de la lumière blanche, mais plutôt des propriétés fondamentales de la lumière elle-même. La lumière rouge était intrinsèquement différente de la lumière bleue, et non pas simplement de la lumière blanche altérée d'une manière ou d'une autre. La réponse fut immédiate et violente. Robert Hooke, l'un des philosophes naturels les plus respectés d'Angleterre et conservateur des expériences pour la Royal Society, lança une attaque dévastatrice contre les conclusions de Newton. Hooke soutenait que les expériences de Newton pouvaient être expliquées en utilisant la théorie ondulatoire traditionnelle de la lumière, sans accepter l'affirmation révolutionnaire selon laquelle la lumière blanche était composite plutôt que simple. La critique était techniquement sophistiquée et personnellement insultante, suggérant que Newton avait mal interprété ses propres observations. La controverse révéla la plus grande faiblesse de Newton en tant que scientifique, son incapacité à tolérer la critique. Là où d'autres philosophes naturels s'épanouissaient dans le débat et voyaient l'opposition comme une opportunité d'affiner leurs idées, Newton percevait tout défi comme une attaque personnelle. Sa réponse à Hooke fut défensive et colérique, insistant sur le fait que ses expériences parlaient d'elles-mêmes et que les critiques qui n'étaient pas d'accord ne comprenaient tout simplement pas ce qu'ils voyaient. L'échange dégénéra en une querelle amère qui empoisonnerait les relations entre les deux hommes pendant des décennies. D'autres critiques
émergèrent de toute l'Europe. Christian Huygens, le brillant mathématicien et astronome hollandais, remit en question la méthodologie de Newton et suggéra des explications alternatives pour ces phénomènes optiques. Ignatius Pardis, un jésuite français, souleva des objections théologiques aux conclusions de Newton, arguant qu'elles impliquaient une vision mécaniste de la création, incompatible avec la providence divine. Chaque critique blessa profondément Newton, renforçant sa tendance naturelle au secret et à l'isolement. La controverse optique enseignait à Newton une leçon douloureuse sur le prix de la renommée scientifique. La reconnaissance s'accompagnait d'un examen minutieux, et cet examen minutieux entraînait des critiques de la part d'hommes déterminés à défendre leurs propres théories et réputations. Newton commença à comprendre pourquoi tant de philosophes naturels gardaient leurs découvertes les plus importantes secrètes, ne les partageant qu'avec des collègues de confiance sur lesquels on pouvait compter pour un soutien plutôt que pour une opposition. L'idéal collaboratif de la science semblait de plus en plus naïf à un homme qui avait expérimenté de première main la cruauté de la politique universitaire. Malgré la controverse, les travaux optiques de Newton établirent sa réputation comme l'un des principaux philosophes expérimentaux d'Europe. Ces techniques furent copiées par les fabricants d'instruments à travers le continent, et la conception de son télescope à réflexion devint la norme pour l'observation astronomique sérieuse. La Royal Society continuait de solliciter ses conseils sur les questions techniques, et la correspondance affluait de scientifiques désireux d'en savoir plus sur ses méthodes. Newton avait obtenu la reconnaissance qu'il avait toujours tant convoitée. Mais il découvrait que la célébrité était une arme à double tranchant. Les âpres disputes sur l'optique convainquirent Newton de se retirer à nouveau dans le secret. Il avait partagé une découverte majeure avec le monde et avait été violemment attaqué pour ses efforts. Ses autres grandes idées, en particulier ses travaux sur les mathématiques et la mécanique, restaient enfermés dans des carnets privés où ils ne pouvaient être soumis à la critique ou à l'appropriation par des rivaux. Newton commença à développer la mentalité défensive qui caractériserait la suite de sa carrière, ne faisant entièrement confiance à personne et ne révélant ses idées que lorsque c'était absolument nécessaire. Cette période de repli aurait pu durer indéfiniment, sans une visite inattendue qui allait changer le cours de l'histoire scientifique. En août 1684, un jeune astronome nommé Edmond Halley arriva dans les appartements de Newton à Cambridge avec une question qui tourmentait les plus grands esprits d'Europe. Halley voulait savoir quelle courbe une planète décrirait si elle était attirée par le Soleil, par une force qui diminuait avec le carré de la distance entre eux. La question n'était pas purement théorique. Johannes Kepler avait établi que les planètes se déplaçaient sur des orbites elliptiques, mais personne n'avait pu en expliquer la raison. Des travaux récents de Hooke, Halley et Christopher Wren avaient suggéré qu'une loi d'attraction en carré inverse pourrait en être la cause, mais aucun d'entre eux ne possédait les outils mathématiques nécessaires pour prouver leur hypothèse. Ils avaient atteint les limites de ce qui pouvait être accompli par l'intuition et le raisonnement géométrique. Ce qu'il fallait, c'était un nouveau type de mathématiques, assez puissant pour gérer les complexités du mouvement planétaire. La réponse de Newton à la question de Halley fut désinvolte, presque négligente. « Une ellipse, dit-il, comme si la réponse était évidente. » Halley fut stupéfait. Comment Newton pouvait-il être si sûr? Avait-il prouvé ce résultat remarquable? Newton répondit qu'il l'avait en effet prouvé des années auparavant, mais qu'il ne parvenait pas à retrouver immédiatement le calcul parmi ses papiers. Il promit d'envoyer une démonstration à Halley dès qu'il pourrait retrouver ou reconstituer la preuve. Ce que Halley ignorait, c'est qu'il était tombé sur l'un des plus grands secrets scientifiques de l'histoire. Newton n'avait pas seulement résolu le problème du mouvement planétaire. Il avait développé un système complet de mécanique qui expliquait le comportement de tous les objets en mouvement, des pommes qui tombent aux comètes en orbite. Les mathématiques qu'il avait créées pendant les années de peste, combinées à ses intuitions sur la nature de la force et du mouvement, lui avaient donné la clé pour comprendre l'univers mécanique dont Descartes et d'autres avaient rêvé, mais qu'ils n'avaient jamais réalisé. La démonstration promise que Newton envoya à Halley en novembre 1684 était un traité de 9 pages intitulé « De motu corporum ingirum », ou sur le mouvement des corps en orbite. Ce document ne ressemblait à rien de ce qui avait jamais été écrit sur la mécanique céleste. En utilisant sa méthode des fluxions et ses 3 lois du mouvement, Newton démontra que les lois de Kepler sur le mouvement planétaire découlaient inévitablement d'une seule hypothèse,
que chaque particule de matière dans l'univers attirait toute autre particule avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les séparait. Les implications étaient stupéfiantes. Newton avait découvert que la même force responsable de la chute des objets sur Terre maintenait également les planètes sur leurs orbites autour du Soleil, et la Lune sur son orbite autour de la Terre. La gravité n'était pas un phénomène terrestre, mais une force universelle qui opérait à travers le cosmos selon des lois mathématiques précises. La distinction entre la physique terrestre et céleste, qui avait été fondamentale pour la philosophie naturelle depuis l'Antiquité, avait été anéantie d'un seul coup. Halley reconnut immédiatement qu'il était en présence de l'œuvre scientifique la plus importante de l'époque. Il se précipita à Cambridge pour exhorter Newton à développer sa démonstration en un traité complet de mécanique et d'astronomie. Newton était réticent, sachant par expérience à quel point ses idées pouvaient devenir controversées. Mais l'enthousiasme de Halley était contagieux. La promesse du jeune homme de s'occuper de tous les détails pratiques de la publication vainquit progressivement la résistance de Newton. Ce qui suivit fut un extraordinaire élan d'activité créatrice qui dura près de 3 ans. Newton se lança dans la tâche d'écrire son chef-d'œuvre avec la même intensité obsessionnelle qui avait caractérisé ses recherches pendant les années de peste. Il travaillait 18 heures par jour, oubliant souvent de manger ou de dormir, poussé par une vision de perfection mathématique qui exigeait rien de moins qu'une reconstruction complète de la philosophie naturelle. Ses domestiques le retrouvaient le matin, exactement là où il l'avait laissé la veille au soir, travaillant toujours sur le même calcul. Le livre qui émergea de cette période de frénésie créative serait intitulé « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica » ou « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Les Principia, comme on les appela par la suite, ne ressemblaient à aucune œuvre scientifique jamais écrite. Ils combinaient un raisonnement mathématique rigoureux avec une explication physique exhaustive, d'une manière qui n'avait jamais été tentée auparavant. Newton ne s'est pas contenté de décrire le fonctionnement de l'univers. Il a prouvé qu'il devait fonctionner de cette manière, étant donné certaines hypothèses fondamentales sur la nature de la matière et de la force. Le premier livre des Principia a établi les fondements mathématiques de la mécanique, présentant les 3 lois du mouvement de Newton et montrant comment elles pouvaient être utilisées pour analyser le comportement des objets en mouvement dans diverses conditions. Les techniques mathématiques étaient révolutionnaires, impliquant l'analyse infinitésimale et les processus de limite qui ne seraient pas entièrement comprises par les autres mathématiciens avant des décennies. Newton écrivait dans un langage mathématique qu'il avait en grande partie inventé lui-même, utilisant des outils qui n'existaient nulle part ailleurs dans la science contemporaine. Le deuxième livre traitait du mouvement dans les milieux résistants, analysant comment les objets se déplaçaient dans l'air, l'eau et d'autres fluides. Newton a démoli la théorie cartésienne des tourbillons, qui tentait d'expliquer le mouvement planétaire en proposant que les planètes étaient entraînées par des courants tourbillonnants dans un milieu invisible qui remplissait tout l'espace. Grâce à une analyse mathématique minutieuse, Newton a montré que de tels tourbillons étaient impossibles. Ils se dissiperaient rapidement ou interféreraient avec le mouvement planétaire, d'une manière qui contredisait l'observation. Mais c'est le 3e livre qui contenait les idées les plus révolutionnaires de Newton. Ici, il a appliqué ses méthodes mathématiques au système solaire réel, montrant que sa loi de la gravitation universelle pouvait expliquer chaque phénomène astronomique connu. Les mouvements complexes de la Lune, qui avaient intrigué les astronomes pendant des siècles, sont apparus comme des conséquences naturelles de l'attraction gravitationnelle de la Terre et du Soleil. Les marées, qui avaient été expliquées par diverses influences occultes, ont été montrées comme résultant de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur les océans de la Terre. Même les légères déviations des orbites planétaires pouvaient être expliquées comme des perturbations causées par les interactions gravitationnelles entre les planètes elles-mêmes. Peut-être le plus remarquable, Newton a utilisé sa théorie pour faire des prédictions spécifiques qui pourraient être vérifiées par des observations futures. Il a calculé que la Terre devrait être légèrement aplatie au pôle en raison de sa rotation, une prédiction qui ne serait confirmée que des décennies plus tard. Il a prédit le retour d'une comète qui avait été observée par Halley,
calculant qu'elle suivait une orbite elliptique avec une période d'environ 76 ans. Lorsque la comète est revenue exactement comme prédit en 1758, 16 ans après la mort de Newton, cela a fourni une confirmation spectaculaire de la puissance de sa théorie gravitationnelle. Les Principia furent achevés en 1687, après 3 ans d'efforts intellectuels inégalés. Newton avait accompli quelque chose d'inédit dans l'histoire de la pensée humaine. Il avait réduit la complexité de l'univers physique à un petit nombre de lois mathématiques simples. Tout, de la chute d'une pierre à la précession des équinoxes, pouvait désormais être calculé avec précision en utilisant les mêmes principes fondamentaux. Le rêve ancien de la philosophie naturelle s'était réalisé. Le livre de la nature était bel et bien écrit dans le langage des mathématiques. Mais le chef-d'œuvre de Newton rencontra d'énormes obstacles sur le chemin de sa publication. La Royal Society, qui avait initialement promis de publier l'œuvre, faisait face à des difficultés financières après avoir perdu de l'argent sur un coûteux livre d'histoire naturelle qui n'avait pas réussi à se vendre. Halley, reconnaissant l'importance historique des Principia, prit personnellement la responsabilité de sa publication, payant tous les coûts sur ses propres revenus modestes et supervisant chaque détail du processus d'impression. Plus difficile encore fut la résistance intellectuelle que le livre rencontra de la part des autorités établies. Les Principia exigeaient de ses lecteurs qu'ils acceptent des idées qui semblaient violer le bon sens et contredire la doctrine religieuse. L'idée qu'un espace vide puisse être rempli de forces attractives, agissant sur de vastes distances, semblait à de nombreux critiques un retour aux qualités occultes que la philosophie naturelle moderne était censée avoir bannies. L'Église catholique, encore meurtrie par sa confrontation avec Galilée, se méfiait de toute théorie qui semblait réduire la providence divine à une nécessité mécanique. La difficulté mathématique des Principia limita également son impact initial. Newton avait écrit le livre, dans le style de la géométrie classique, évitant sa méthode d'effluxion, en partie pour prévenir les disputes de priorité et en partie parce qu'il croyait que la démonstration géométrique avait plus d'autorité que la manipulation algébrique. Le résultat fut une œuvre d'une rigueur extraordinaire, mais d'une complexité redoutable. Seule une poignée de mathématiciens en Europe possédaient les compétences nécessaires pour suivre le raisonnement de Newton en détail. Malgré ces obstacles, les Principia s'imposèrent progressivement comme l'une des réalisations suprêmes de l'intellect humain. Ceux qui pouvaient le comprendre reconnurent que Newton avait accompli quelque chose d'inédit, créant une description mathématique de la nature à la fois complète et précise. Le livre transforma la philosophie naturelle, d'une collection d'observations qualitatives, en une science exacte, capable de prédiction et de vérification. La publication des Principia marqua l'apogée de la période créative de Newton, et le début de sa transformation en légende scientifique. À 44 ans, il avait accompli tout ce qu'un philosophe naturel pouvait espérer réaliser. Il avait résolu les problèmes fondamentaux de la mécanique et de l'astronomie, créé de nouvelles méthodes mathématiques d'une puissance extraordinaire, et démontré que l'univers fonctionnait selon des lois que la raison humaine pouvait découvrir et comprendre. Le professeur timide et secret, qui avait caché ses découvertes pendant des décennies, avait finalement partagé ses plus grandes intuitions avec le monde. Mais le succès apporta de nouveaux défis, qui mettraient à l'épreuve le caractère de Newton. La célébrité attirait les admirateurs, mais aussi les ennemis. La reconnaissance apportait des responsabilités, mais aussi des distractions. L'homme qui avait prospéré dans la solitude se retrouvait désormais au centre de controverses scientifiques qui allaient consumer les dernières décennies de sa vie. La phase suivante de la carrière de Newton révélerait si le même génie qui avait percé les secrets de l'univers pouvait naviguer dans les eaux dangereuses de la politique universitaire et de la reconnaissance publique. La publication des Principia aurait dû marquer le début d'une période paisible dans la vie de Newton, un temps pour se délecter de la reconnaissance de ses réalisations extraordinaires. Au lieu de cela, elle déclencha une série de controverses qui allaient consumer son énergie pendant des années. Le succès même de son chef-d'œuvre fit de Newton la cible de critiques qui en voulaient à ses conclusions révolutionnaires et de rivaux qui enviaient sa célébrité soudaine. Le professeur discret, qui avait préféré la solitude de son bureau, se retrouva propulsé au centre de disputes amères qui révélèrent le côté sombre de la culture scientifique du XVIIe siècle. Le premier défi majeur vint d'une source inattendue, le continent. Alors que les philosophes naturels anglais acceptaient progressivement la théorie gravitationnelle de Newton,
de nombreux savants européens restaient profondément sceptiques. L'idée que des objets puissent s'attirer à travers l'espace vide sans aucun milieu intermédiaire semblait violer les principes fondamentaux de la philosophie mécanique qui dominait la pensée européenne depuis Descartes. Ils accusaient Newton de réintroduire des qualités occultes dans la philosophie naturelle, d'abandonner l'explication rationnelle au profit de forces mystérieuses opérant par des moyens inconnus. L'opposition était menée par Gottfried Wilhelm Leibniz, le brillant mathématicien et philosophe allemand qui avait développé indépendamment sa propre version du calcul infinitésimal. Leibniz attaqua le concept de gravité de Newton comme fondamentalement non scientifique, arguant qu'une véritable explication mécanique exigeait un contact direct entre les objets par l'intermédiaire d'un milieu matériel. L'idée que le Soleil puisse influencer le mouvement de planètes lointaines sans les toucher frappa Leibniz comme un retour à la pensée magique que la science moderne était censée avoir dépassée. Sa critique eut un poids énorme dans les cercles intellectuels européens, où sa réputation de philosophe et de mathématicien rivalisait avec celle de Newton. La réponse de Newton à ces critiques continentales révéla la tendance défensive qui avait caractérisé ses réactions à l'opposition tout au long de sa carrière. Plutôt que d'aborder constructivement les préoccupations de ses critiques, il les rejeta comme des échecs à comprendre la vraie nature de l'explication scientifique. Newton insistait qu'il suffisait de démontrer l'existence de la gravité et de décrire ses propriétés mathématiques. Les questions concernant la cause ultime ou le mécanisme de l'attraction gravitationnelle dépassaient le cadre de la philosophie naturelle. Cette position frustrait ses détracteurs, qui estimaient qu'il évitait les questions philosophiques légitimes. La dispute sur la gravité s'est mêlée à une controverse encore plus amère concernant la nature de la causalité physique. La dispute sur la priorité mathématique, où Newton et Leibniz avaient tous deux développé des méthodes de calcul infinitésimales, s'est mêlée à une controverse encore plus amère. Mais ils étaient parvenus à leur découverte indépendamment et avaient exprimé leurs résultats en utilisant des notations et des techniques différentes. La question de savoir qui méritait le crédit pour cet outil mathématique révolutionnaire est devenue une affaire de fierté nationale, les partisans anglais défendant la méthode des fluxions de Newton et les mathématiciens continentaux le calcul différentiel de Leibniz. Ce qui avait commencé comme un désaccord académique a progressivement dégénéré en une querelle personnelle acharnée. Des accusations de plagiat ont fusé des deux côtés, chaque partie affirmant que l'autre avait volé ses idées. Des pamphlets anonymes sont apparus, attaquant le caractère et la compétence des deux mathématiciens. Des réputations professionnelles ont été détruites, les universitaires étant contraints de prendre parti dans une controverse qui relevait davantage de la politique et du nationalisme que de la vérité mathématique. Newton, malgré sa préférence habituelle pour éviter les disputes publiques, s'est retrouvé entraîné de plus en plus profondément dans un conflit qui allait empoisonner les relations entre mathématiciens anglais et continentaux pendant des générations. La controverse sur le calcul a révélé la capacité de Newton à adopter un comportement vindicatif lorsqu'il estimait que son honneur était en jeu. Il a utilisé sa position de président de la Royal Society, à laquelle il avait été élu en 1703. Newton a secrètement rédigé des critiques anonymes qui mettaient en doute l'originalité et la compétence mathématique de Leibniz, afin d'orchestrer des attaques contre sa réputation. Il a encouragé ses partisans à publier des critiques de plus en plus virulentes à l'encontre du philosophe allemand, tout en conservant une façade publique de retenue digne. La campagne était systématique et impitoyable, conçue pour détruire la crédibilité de Leibniz aux yeux de la communauté scientifique internationale. L'ironie était que les deux hommes avaient des revendications légitimes quant à la découverte du calcul, ayant développé leur méthode indépendamment au cours de la même période générale. Newton avait découvert son calcul des fluxions plus tôt, pendant les années de peste, des années 1660, mais il l'avait gardé largement secret pendant des décennies. Leibniz avait développé son approche plus tard, mais avait publié en premier, rendant ces techniques accessibles à la communauté mathématique au sens large. Une résolution équitable aurait reconnu les deux hommes comme des découvreurs indépendants de méthodes fondamentalement similaires, mais l'atmosphère empoisonnée de la controverse a rendu un tel compromis impossible. La dispute mathématique a consommé une quantité énorme de temps et d'énergie de Newton pendant ce qui aurait dû être les années les plus productives de sa carrière. Instead of pursuing new research or refining his existing theories, he found himself writing polemical letters, coaching supporters,
and plotting strategies to discredit his rival. The man who had unlocked the secrets of the universe was reduced to petty academic warfare, squandering his genius on battles that ultimately... Meanwhile, Newton's personal life was undergoing significant changes that reflected his growing status and wealth. In 1696, he accepted an appointment as Warden of the Royal Mint, a lucrative position that required him to oversee the recoining of England's currency. The job was supposed to be largely ceremonial, but Newton, characteristically, threw himself into the work with the same intensity he had brought to scientific research. He personally tracked down counterfeiters, reformed minting procedures, and established quality controls that dramatically improved the reliability of English currency. The position at the Mint marked Newton's transition from academic to public servant, from theoretical scientist to practical administrator. He moved from Cambridge to London, taking up residence in a house on St. Martin Street that reflected his newfound prosperity and social standing. The sparse accommodations of his university rooms gave way to elegant furnishings, fine art, and an extensive library that became a gathering place for London's intellectual elite. Newton was transforming himself from a provincial professor into a metropolitan gentleman. His social circle expanded to include politicians, aristocrats, and wealthy merchants who valued his reputation as much as his conversation. Newton learned to navigate the complex world of London society, attending dinner parties and hosting salons, and cultivating relationships with powerful patrons who could advance his interests. The shy, awkward young man who had struggled to relate to his Cambridge students was becoming a polished courtier, capable of charming duchesses and impressing government ministers. Yet, success in the wider world came at a cost to Newton's scientific productivity. The administrative demands of the Mint, combined with his social obligations and ongoing controversies, left little time for original research. The man who had revolutionized natural philosophy during his years of solitude found it increasingly difficult to concentrate on fundamental questions when his attention was constantly diverted by practical concerns and personal disputes. The transition from scholar to public figure was professionally rewarding but intellectually limiting. Newton's changing circumstances also affected his relationships with other natural philosophers. His position as president of the Royal Society gave him enormous influence over the direction of English science, but it also made him a target for ambitious rivals who sought to challenge his authority. The younger scientists, who might once have sought his mentorship, now saw him as an obstacle to their own advancement. L'esprit de collaboration qui avait caractérisé ses premiers travaux avec Halley et d'autres partisans céda la place à une relation plus hiérarchique entre Newton et ses contemporains. La plus significative de ces nouvelles relations fut celle qu'il entretint avec Roger Cott, brillant jeune mathématicien à Cambridge qui aida à préparer la deuxième édition des Principia pour la publication. Cott possédait la sophistication mathématique nécessaire pour comprendre les techniques les plus avancées de Newton. Mais il apporta également de nouvelles perspectives, qui contribuèrent à clarifier certains des passages les plus obscurs de l'œuvre originale. La collaboration entre le maître vieillissant et son disciple doué apporta des améliorations significatives au texte, rendant les idées de Newton plus accessibles à un public plus large de lecteurs. La deuxième édition des Principia, publiée en 1713, reflétait la compréhension mature de Newton de ses propres théories et sa confiance croissante dans leur applicabilité universelle. Il ajouta de nouvelles sections traitant de la théorie lunaire, des calculs de marée et du mouvement des comètes, démontrant l'extraordinaire éventail de phénomènes qui pouvaient être expliqués à l'aide de ces principes gravitationnels. La présentation mathématique fut également affinée, avec des preuves plus claires et des démonstrations plus élégantes qui mettaient en valeur toute la puissance de ses méthodes analytiques. Mais alors même que Newton consolidait son héritage scientifique, de nouveaux défis surgissaient qui allaient mettre ses théories à l'épreuve de manières inattendues. Les observations astronomiques révélaient de petites divergences entre les mouvements planétaires prédits et observés, soulevant des questions sur l'exhaustivité de sa théorie gravitationnelle. La découverte de nouvelles comètes aux orbites inhabituelles
suggérait que le système solaire pourrait être plus complexe que ce que ses calculs originaux avaient supposé. Les critiques s'emparèrent de ces anomalies comme preuve que le système de Newton, malgré ses succès impressionnants, n'était pas le dernier mot en matière de mécanique céleste. Newton répondit à ces défis avec une minutie caractéristique, entreprenant des calculs détaillés pour rendre compte des phénomènes nouvellement découverts. Il développa des méthodes plus sophistiquées pour analyser les interactions gravitationnelles complexes entre plusieurs corps, reconnaissant que les problèmes idéalisés à deux corps qu'il avait résolus dans les Principia originaux n'étaient que des approximations des réalités complexes du système solaire réel. Le travail était exigeant sur le plan mathématique et difficile sur le plan conceptuel, l'obligeant à étendre ses techniques analytiques d'une manière qui repoussait les limites des mathématiques contemporaines. L'effort pour perfectionner sa théorie gravitationnelle consomma les dernières énergies créatives de Newton et démontra à la fois la puissance et les limites de sa méthode scientifique. D'une part, sa capacité à rendre compte d'effets astronomiques de plus en plus subtils montrait que ses intuitions fondamentales sur la gravitation universelle étaient fondamentalement correctes. D'autre part, la complexité des calculs nécessaires pour expliquer ces effets révéla qu'une description mathématique complète des phénomènes naturels pourrait être bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé à l'origine. L'univers se révélait encore plus complexe que l'esprit qui en avait percé les secrets pour la première fois. Alors que Newton entrait dans sa 70e année, il commença à se débattre avec des questions concernant son héritage et la signification ultime de ses réalisations scientifiques. L'homme qui avait passé sa vie à étudier l'univers physique se retrouva de plus en plus attiré par des questions théologiques et philosophiques sur la nature de la providence divine et la relation entre le savoir scientifique et la foi religieuse. Ses intérêts n'étaient pas nouveaux. Newton avait étudié la chronologie biblique, l'alchimie et la théologie tout au long de sa carrière. Mais son âge avancé et sa conscience croissante de la mortalité donnèrent à ses recherches une nouvelle urgence et intensité. Les écrits théologiques de Newton révélaient un esprit aussi systématique et rigoureux dans son approche des Écritures qu'il l'avait été dans son analyse du mouvement planétaire. Il appliqua les mêmes méthodes critiques qui lui avaient si bien servi en philosophie naturelle aux questions d'interprétation biblique, tentant d'établir des chronologies précises et de réconcilier les contradictions apparentes dans les textes sacrés. Les résultats furent controversés, le menant à des conclusions sur la nature de la Trinité et le développement de la doctrine chrétienne qui le plaçait en dehors du courant dominant de l'orthodoxie anglicane. Les tensions entre les intérêts scientifiques et religieux de Newton reflétaient des questions plus larges sur la relation entre la raison et la révélation, centrale à la pensée des Lumières. Sa théorie de la gravitation avait démontré le pouvoir de l'analyse mathématique pour expliquer les phénomènes naturels. Mais elle avait aussi soulevé des questions troublantes sur le rôle de l'intervention divine dans le monde physique. Si l'univers fonctionnait selon des lois précises, alors, quel besoin y avait-il d'une providence divine continue ? Les lois mathématiques de Newton avaient-elles éliminé Dieu du monde naturel ou avaient-elles révélé l'esprit mathématique derrière la création ? Ces questions philosophiques survivraient à Newton lui-même, devenant centrales au débat sur la science et la religion qui se poursuivirent longtemps après sa mort. Mais pour Newton, personnellement, elle représentait une tentative d'intégrer les différents aspects de sa vie intellectuelle dans une vision du monde cohérente qui pouvait englober à la fois ses découvertes scientifiques et ses convictions religieuses. L'homme qui avait unifié la physique céleste et terrestre cherchait à réaliser une synthèse similaire entre le savoir naturel et le savoir révélé, entre le livre de la nature et le livre des Écritures. À mesure que les années 1720 avançaient, la santé de Newton commença à décliner de manière notable. Le travail intellectuel intense qui avait caractérisé toute sa carrière commençait à faire des ravages sur son corps vieillissant. Il souffrait de calculs rénaux, de problèmes digestifs et de périodes de confusion mentale qui nuisaient à sa capacité de travailler. L'homme, dont l'esprit avait autrefois fonctionné avec une clarté surnaturelle, se retrouvait à lutter pour se concentrer sur des problèmes complexes qui auraient été des défis routiniers à son apogée. La fin approchante de son extraordinaire vie commençait à jeter des ombres sur ces dernières années. Pourtant, même en déclin, Newton demeurait une présence formidable dans le monde scientifique. Son autorité était si grande que peu osaient contester directement ses conclusions.
Son approbation pouvait faire ou défaire la carrière des jeunes philosophes de la nature. La Royal Society continuait de solliciter ses conseils sur les questions techniques, et des savants étrangers faisaient des pèlerinages à Londres, espérant être reçus par le légendaire découvreur de la gravitation universelle. Newton était devenu non seulement un scientifique, mais une institution scientifique, un symbole vivant du pouvoir de la raison humaine à comprendre le monde naturel. Le dernier chapitre de la vie de Newton approchait, mais son influence sur la pensée humaine commençait tout juste à se déployer. Les méthodes mathématiques qu'il avait développées, les principes physiques qu'il avait découverts, et les questions philosophiques qu'il avait soulevées façonneraient la recherche scientifique pour les siècles à venir. Le jeune homme timide de Woolsthorpe, qui avait appris à vivre seul, avait donné à l'humanité des outils pour comprendre le cosmos qui survivrait aux empires et transformerait les civilisations. La conscience que son temps était compté n'altéra en rien l'appétit intellectuel de Newton. Malgré sa santé déclinante, il continuait de réviser ses théories, de correspondre avec des mathématiciens de toute l'Europe et de poursuivre les études théologiques qui le fascinaient depuis sa jeunesse. Sa maison de St. Martin Street devint une sorte de sanctuaire, visité par des pèlerins venus de tout le continent pour rendre hommage à l'homme qui avait expliqué les rouages du ciel. Ces visiteurs trouvaient souvent un vieil homme dont la fragilité physique démentait la vive intelligence qui brillait encore dans ses yeux. La routine quotidienne de Newton durant ces dernières années. Son travail reflétait une vie d'investigation disciplinée. Il se levait tôt, passant ses matinées à examiner la correspondance de ses confrères philosophes de la nature, qui sollicitaient son avis sur diverses questions techniques. Les problèmes qu'on lui soumettait allaient des questions pratiques d'ingénierie et de navigation aux énigmes théoriques sur le mouvement planétaire et les phénomènes optiques. Bien que ces réponses fussent parfois retardées par des périodes de maladie, elles conservaient la précision mathématique et la rigueur logique qui avaient caractérisé son œuvre pendant 6 décennies. Les après-midi étaient souvent consacrés à ses recherches théologiques, une passion qui s'était intensifiée avec l'âge. L'étude de Newton sur les prophéties bibliques et l'histoire de l'Église l'avait convaincu qu'il vivait les derniers temps du monde. Une période où la vérité divine serait révélée par l'investigation naturelle et scripturaire. Il passait d'innombrables heures à calculer les dates des événements bibliques, tentant de construire une chronologie qui réconcilierait l'histoire sacrée et profane. Ces efforts produisirent des manuscrits qui remplissaient des dizaines de volumes, des œuvres qui resteraient en grande partie inédites pendant des siècles après sa mort. Son approche de la théologie faisait preuve de la même méthodologie systématique qui avait rendu sa physique révolutionnaire. Newton traitait les Écritures comme un texte à analyser, avec le même soin qu'il avait autrefois appliqué au mouvement des comètes. Il recoupait différents passages bibliques, comparait les variantes dans les manuscrits anciens et tentait d'établir le sens original. Concernant les textes prophétiques qui avaient été corrompus par des siècles de mauvaises interprétations, le résultat fut une reconstruction de la doctrine chrétienne qui remettait en question de nombreuses croyances orthodoxes, particulièrement concernant la nature du Christ et la Trinité. Ces conclusions hétérodoxes restèrent largement privées du vivant de Newton. Il comprenait que la révélation publique de ses croyances anti-trinitaires pouvait détruire sa réputation et potentiellement entraîner des accusations d'hérésie. L'homme qui avait défié sans crainte la physique aristotélicienne se montrait plus prudent lorsqu'il s'agissait de remettre en question l'orthodoxie chrétienne. Ses manuscrits théologiques étaient soigneusement cachés, partagés uniquement avec quelques correspondants de confiance, qui pouvaient apprécier leur valeur érudite tout en comprenant les dangers de leur contenu. Le contraste entre la renommée publique de Newton et ses doutes privés reflétait la relation complexe entre la science et la religion dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle. Alors que sa théorie de la gravitation avait été célébrée comme une preuve de sagesse et de dessein divin, Newton lui-même craignait que ses découvertes n'éloignent l'humanité d'une juste révérence envers Dieu. La perfection mathématique des lois naturelles pouvait être interprétée comme une preuve d'un créateur divin. Mais elle pouvait aussi suggérer que l'univers fonctionnait sans nécessité d'intervention divine continue. Ces tensions philosophiques ne furent jamais entièrement résolues dans l'esprit de Newton. Il restait convaincu que son travail scientifique était fondamentalement compatible avec la foi religieuse. Mais il peinait à articuler exactement comment la connaissance naturelle et la vérité révélée pouvaient être réconciliées.
la question lui survivrait, devenant centrale dans les débats sur la relation entre science et religion qui perdurent encore aujourd'hui. L'exemple même de Newton suggérait à la fois les possibilités et les problèmes inhérents à la tentative de servir à la fois Dieu et la philosophie naturelle. Alors que la nouvelle de la santé déclinante de Newton se répandait dans la communauté intellectuelle de Londres, des visiteurs commencèrent à arriver avec une fréquence croissante pour rendre hommage au maître vieillissant. Ces pèlerinages révélaient l'influence extraordinaire que son œuvre avait acquise à travers l'Europe. Des mathématiciens français, qui avaient autrefois rejeté ses théories, sollicitaient désormais sa bénédiction pour leurs propres recherches. Des philosophes allemands, qui avaient critiqué son concept de gravité, vinrent reconnaître son génie tout en maintenant leurs objections théoriques. Des astronomes italiens apportèrent des observations qui confirmaient ses prédictions avec une précision toujours plus grande. Les conversations qui eurent lieu dans le bureau de Newton durant ces dernières années offrent des aperçus d'un esprit toujours aux prises avec des questions fondamentales sur la nature de la réalité. Les visiteurs rapportèrent qu'ils restaient profondément troublés par les implications philosophiques de l'action à distance. Cette force mystérieuse qui permettait aux objets de s'attirer mutuellement à travers l'espace vide. Bien qu'il eût décrit avec succès les propriétés mathématiques de la gravitation, il ne cessa jamais de s'interroger sur sa cause et son mécanisme ultime. La célèbre déclaration de Newton, selon laquelle il ne feignait pas d'hypothèse, concernant la cause de la gravité, cela ne reflétait pas une indifférence à la question, mais plutôt une retenue de principe quant à la spéculation au-delà de ce qui pouvait être démontré mathématiquement. Il avait appris par une amère expérience qu'une théorisation prématurée pouvait mener à des controverses sans fin qui obscurcissaient plutôt qu'elles ne clarifiaient la vérité scientifique. Mieux valait établir ce qui pouvait être prouvé et laisser les questions plus profondes aux générations futures, équipées d'outils d'analyse plus sophistiqués. Ce conservatisme méthodologique masquait une vision plus audacieuse du progrès scientifique que Newton ne partageait qu'avec ses plus proches collaborateurs. Il croyait que son travail ne représentait que le début de la conquête humaine du savoir naturel, le premier assaut réussi contre des mystères qui avaient déconcerté les philosophes depuis l'Antiquité. Les futurs scientifiques s'appuieraient sur ces fondations, développant des techniques mathématiques plus puissantes et découvrant de nouveaux principes physiques qui finiraient par expliquer tout, des plus petites particules de matière aux plus grandes structures du cosmos. La confiance sous-jacente à cette vision découlait de la reconnaissance par Newton d'avoir accompli quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine, en démontrant que divers phénomènes naturels obéissaient aux mêmes lois mathématiques. Il avait prouvé que l'univers était fondamentalement intelligible à la raison humaine. Le même esprit qui pouvait compter les pommes pouvait aussi calculer les orbites des planètes. Les mêmes principes mathématiques qui régissaient la chute des pierres déterminaient également le mouvement des comètes lointaines. Cette unité suggérait que toute la nature pourrait éventuellement livrer ses secrets à une investigation suffisamment persévérante et astucieuse. Pourtant, Newton comprenait aussi les limites du génie individuel. Ses propres réalisations n'avaient été possibles que parce qu'il s'était appuyé sur les travaux de prédécesseurs comme Galilée, Kepler et Descartes. Les progrès futurs exigeraient une collaboration similaire entre les générations, chaque scientifique apportant des pièces à une mosaïque de compréhension toujours plus vaste. L'homme, qui avait travaillé dans un tel isolement pendant ses années les plus créatives, en était venu à apprécier la nature collective de l'entreprise scientifique. Cette reconnaissance amena Newton à s'intéresser de plus en plus à l'éducation des jeunes philosophes de la nature qui pourraient poursuivre son œuvre. Bien qu'il n'eût jamais été un enseignant efficace au sens traditionnel, il commença à se considérer comme responsable de la survie de ses méthodes et de ses idées après sa mort. Il consacra des efforts considérables à la préparation de versions définitives de ses œuvres majeures, ajoutant des notes explicatives et des démonstrations plus claires qui rendraient ses idées plus accessibles aux futurs lecteurs. La troisième édition des Principia, publiée en 1726, représentait la déclaration finale de Newton sur les principes mathématiques sous-jacents à la philosophie naturelle. Le texte intégrait des décennies de raffinement et de correction,
présentant sa théorie gravitationnelle sous sa forme la plus aboutie et la plus complète. Chaque phénomène astronomique majeur connu de la science du XVIIIe siècle fut démontré comme découlant inévitablement de la loi de l'attraction universelle, créant un monument à la raison humaine, qui inspirerait les scientifiques pour les siècles à venir. Mais même alors que Newton mettait la touche finale à son chef-d'œuvre, de nouvelles découvertes commençaient à révéler les limites de sa théorie gravitationnelle. Le mathématicien français Alexis Clairaut avait identifié de petites divergences dans le mouvement de la Lune qui ne pouvaient être expliquées en utilisant les méthodes de Newton. D'autres astronomes découvraient des comètes aux orbites si excentriques qu'elles remettaient en question la compréhension conventionnelle du fonctionnement des forces gravitationnelles à des distances extrêmes. Ces anomalies suggéraient que le système solaire pourrait être encore plus complexe que Newton ne l'avait imaginé. Loin de le décourager, ces nouvelles énigmes ont stimulé l'imagination scientifique de Newton. Il reconnaissait que chaque phénomène inexpliqué représentait une occasion d'étendre et d'affiner son cadre théorique. L'homme, qui avait passé sa carrière à résoudre des problèmes qui avaient résisté à ses prédécesseurs, était impatient de s'attaquer à des défis qui pourraient également dérouter ses successeurs. Ses derniers travaux scientifiques ont tenté d'aborder certaines de ces questions en suspens, bien que sa santé déclinante l'ait empêché de mener à bien l'analyse exhaustive qu'il avait envisagée. La fin de la vie de Newton approchant a coïncidé avec une reconnaissance croissante de son importance historique. Les Européens éduqués commençaient à comprendre qu'ils assistaient à la conclusion d'une carrière extraordinaire, qui avait fondamentalement transformé la compréhension humaine du monde naturel. La Royal Society a commandé des portraits officiels. Les éditeurs rivalisaient pour produire des éditions complètes de ses œuvres. Les érudits ont commencé à rédiger des récits biographiques qui préserveraient l'histoire de ses découvertes pour la postérité. Ces premières tentatives d'évaluation de l'héritage de Newton ont révélé la difficulté de saisir l'ampleur totale de ses réalisations. Ses contributions aux mathématiques à elles seules auraient assuré sa réputation comme l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Ses découvertes en optique avaient révolutionné la compréhension de la lumière et des couleurs, tout en permettant des avancées pratiques dans la conception des télescopes. Ses principes mécaniques avaient résolu des problèmes de physique qui avaient déconcerté les philosophes de la nature pendant des siècles. Et sa théorie de la gravitation avait unifié les phénomènes célestes et terrestres d'une manière qui semblait révéler l'esprit mathématique de Dieu lui-même. Pourtant, l'héritage le plus important de Newton résidait peut-être non pas dans une découverte spécifique, mais dans l'approche méthodologique qu'il avait initiée. En combinant l'analyse mathématique avec une observation expérimentale minutieuse, il avait créé une nouvelle façon d'étudier les phénomènes naturels qui allait devenir le fondement de la science moderne. Son insistance sur la précision mathématique, son engagement envers la vérification expérimentale et sa volonté d'abandonner des théories chères lorsqu'elles entraient en conflit avec des preuves empiriques ont établi des normes qui guideraient la recherche scientifique pendant des générations. L'influence de la méthodologie de Newton s'est étendue bien au-delà de la philosophie naturelle. Les économistes ont commencé à appliquer des techniques mathématiques pour analyser le comportement du marché. Les théoriciens politiques ont cherché à découvrir les lois régissant les sociétés humaines. Even theologians attempted to use Newtonian principles to understand divine providence and human salvation. The conviction that rigorous analysis could unlock the secrets of any domain of experience became one of the defining characteristics of Enlightenment thought. This broader cultural impact reflects Newton's success in demonstrating that human reason possessed almost unlimited power to comprehend reality. The same intellectual faculties that enabled ordinary people to navigate daily life could also, when properly disciplined and directed, penetrate the deepest mysteries of existence. The universe was not an arbitrary collection of unrelated phenomena, but a rational system operating according to discoverable laws that human minds could grasp and express in mathematical form. As Newton's 80th birthday approached in late 1722, his physical condition had deteriorated to the point where even his most devoted admirers recognized that the end was near. The kidney stones that had plagued him for years were causing increasing pain and difficulty. His digestion was failing, making it difficult for him to maintain the nutrition necessary for his weakened body. Most troubling of all,
His legendary mental powers were beginning to show signs of decline, with periods of confusion and memory loss that interfered with his ability to work. Despite these mounting infirmities, Newton continued to receive visitors and correspond with fellow natural philosophers until almost the very end. His passion for understanding remained undiminished. Even as his capacity for sustained intellectual effort diminished, colleagues who had known him for decades were amazed by his continued interest in new discoveries and his eagerness to discuss theoretical problems that might occupy future generations of scientists. The final months of Newton's life were marked by a growing sense of urgency about preserving his unpublished manuscripts and ensuring that his theological investigations would not be lost. He spent considerable effort organizing his papers and preparing instruction for their eventual disposition. The man, who had kept so many secrets during his lifetime, was finally ready to entrust his most private thoughts to posterity. Though he insisted that his religious writings should remain sealed until long after his death, his greatest concern was that his scientific legacy might be misunderstood or misrepresented by those who lacked the mathematical sophistication to appreciate his methods. Newton had devoted his life to discovering truth through rigorous analysis, and he feared that his discoveries might be corrupted by followers who preferred easy answers to difficult questions. The precision and rigor that had made his work revolutionary could also make it vulnerable to simplification and distortion by less careful minds. These worries proved prescient. Even before Newton's death, popularizers were beginning to present simplified versions of his theories that captured their practical utility while sacrificing their mathematical elegance. Les questions philosophiques complexes qui avaient tourmenté Newton lui-même furent souvent ignorées au profit d'applications simples, facilement compréhensibles et rapidement mises en œuvre. L'homme qui avait passé des décennies à affiner ses idées les voyait déjà se transformer en quelque chose de plus accessible et de moins profond qu'il ne l'avait voulu. Pourtant, Newton reconnaissait aussi que ce processus de simplification et de vulgarisation était inévitable et peut-être nécessaire. Le progrès scientifique exigeait que les nouvelles découvertes soient communiquées à un public plus large, capable de trouver des applications pratiques aux idées théoriques. Les outils mathématiques qu'il avait développés seraient les plus précieux s'ils pouvaient être utilisés par des ingénieurs, des navigateurs et d'autres praticiens qui avaient besoin de méthodes fiables pour résoudre des problèmes concrets. La tension entre précision et accessibilité était inhérente à l'entreprise scientifique elle-même. Alors que l'hiver 1726 cédait la place au printemps, l'état de Newton continuait de se détériorer. L'homme qui avait autrefois travaillé 18 heures par jour sans fatigue avait désormais du mal à se concentrer plus de quelques minutes d'affilée. Son écriture, autrefois précise et élégante, devint tremblante et à peine lisible. Le déclin physique était douloureux à observer pour ses amis, mais Newton lui-même semblait l'accepter avec le même détachement philosophique qu'il avait appliqué à ses investigations scientifiques. Lors de ses dernières conversations, Newton a réfléchi au parcours extraordinaire qu'il avait mené d'un nourrisson prématuré dans une ferme du Lincolnshire au philosophe naturel le plus célébré d'Europe. Il a parlé de sa fascination précoce pour les dispositifs mécaniques, de ses années transformatrices à Cambridge, et de l'isolement dû à la peste qui avait permis ses plus grandes découvertes. Le récit de sa vie lui semblait comme une histoire unique et cohérente sur le pouvoir de la curiosité et de la persévérance humaine pour percer les secrets de la création. La fin approchante n'inspirait aucune terreur à Newton. Ses études théologiques l'avaient convaincu que la mort n'était qu'une transition vers un état d'existence supérieur, où les limites de la compréhension mortelle seraient transcendées. L'homme, qui avait passé sa vie à étudier les lois mathématiques régissant l'univers physique, attendait avec impatience de découvrir les principes qui pourraient régir la réalité spirituelle. Sa foi en la rationalité ultime de l'existence restait inébranlable face à la perspective de sa propre mortalité. Le 20 mars 1727, Isaac Newton est décédé paisiblement chez lui, rue Saint-Martin, entouré d'amis et de collègues venus lui rendre un dernier hommage. Il avait 84 ans, un âge extraordinaire pour quelqu'un né au XVIIe siècle. Sa mort marqua la fin d'une ère dans l'histoire de la pensée humaine.
la conclusion d'une vie qui avait comblé le fossé entre la philosophie antique et la science moderne. Le garçon qui avait été trop petit pour survivre. Il avait vécu assez longtemps pour changer la façon dont l'humanité comprenait sa place dans le cosmos. Les funérailles d'Isaac Newton devinrent un spectacle sans précédent en Angleterre pour un homme de science. L'abbaye de Westminster, lieu de repos sacré des rois et des reines, ouvrit ses portes pour accueillir le corps d'un mathématicien et philosophe de la nature. Cette décision suscita la controverse parmi les traditionalistes, qui se demandaient si un érudit, aussi brillant fût-il, méritait un tel honneur extraordinaire. Mais les partisans de Newton comprenaient qu'ils enterraient plus qu'un homme. Ils mettaient au repos l'esprit qui avait fondamentalement modifié la compréhension de la réalité par l'humanité elle-même. La procession à travers les rues de Londres attira une foule d'une ampleur sans précédent. Nobles et gens du peuple bordaient le chemin, désireux d'assister au dernier voyage de l'homme qui avait expliqué le mouvement des planètes et percé les secrets de la lumière. Le Lord Chancelier fut le principal porteur du cercueil, accompagné de ducs et de comtes qui s'étaient disputés le privilège d'honorer la mémoire de Newton. La Royal Society défila en formation, leur robe de cérémonie témoignant de la puissance institutionnelle que la philosophie naturelle avait acquise sous la direction de Newton. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster, les plus grands esprits de l'époque se rassemblèrent pour rendre hommage à leurs collègues disparus. Edmond Halley, lui-même désormais un homme âgé, pleura ouvertement en se remémorant le jeune professeur qui avait mentionné avec désinvolture que les planètes se déplaçaient en ellipse. Roger Coates prononça un éloge funèbre qui tentait de saisir l'ampleur des réalisations intellectuelles de Newton, bien qu'il ait reconnu qu'aucun mot ne pouvait exprimer adéquatement ce qui avait été perdu. La cérémonie était à la fois une célébration d'une réalisation extraordinaire et la reconnaissance qu'une voix irremplaçable avait été réduite au silence pour toujours. La tombe érigée pour Newton reflétait la révérence que lui portaient ses contemporains. Des sculptures élaborées représentaient des scènes de ses découvertes, avec des figures allégoriques représentant les mathématiques, l'astronomie et la philosophie naturelle, pleurant la perte de leur plus grand champion. L'inscription latine proclamait que les mortels devaient se réjouir qu'un tel homme ait vécu parmi eux, un sentiment qui traduisait la crainte quasi religieuse qu'avait inspirée l'œuvre de Newton. Ici reposait non seulement un scientifique, mais un prophète de la raison qui avait révélé la vérité divine par l'analyse mathématique. Pourtant, même au moment où le corps de Newton était mis au repos, ses idées entamaient une nouvelle phase de leur existence. Les Principia, qui n'avaient été lus que par une poignée de mathématiciens du vivant de Newton, commencèrent à atteindre un public plus large, grâce à des traductions et des vulgarisations. Les encyclopédistes français s'emparèrent de la mécanique newtonienne comme preuve que la raison humaine pouvait comprendre tous les aspects de la réalité. Les philosophes allemands ont intégré ces idées dans des exposés systématiques sur la connaissance et l'existence. Les scientifiques italiens ont utilisé ces méthodes pour résoudre des problèmes pratiques en ingénierie et en navigation. La transformation de l'héritage de Newton a commencé presque immédiatement après sa mort. Voltaire, qui avait assisté aux funérailles de Newton pendant son exil en Angleterre, est retourné en France en tant qu'évangéliste pour l'approche révolutionnaire du philosophe défunt en matière d'investigation naturelle. Ses écrits populaires dépeignaient Newton comme le plus grand génie de l'histoire humaine, un homme dont les découvertes avaient définitivement prouvé la supériorité de la science empirique sur l'autorité traditionnelle. L'individu complexe et secret, qui avait lutté avec des doutes théologiques, fut réinventé comme une figure héroïque de la rationalité des Lumières. Ce processus de mythologisation a servi d'importants objectifs culturels, mais a également déformé la compréhension des méthodes et motivations réelles de Newton. L'homme qui avait passé des décennies à étudier l'alchimie et la prophétie biblique fut présenté comme un pur rationaliste qui s'appuyait uniquement sur l'analyse mathématique et l'observation expérimentale. Ses investigations théologiques, qui avaient occupé autant de son temps que son travail scientifique, furent soit ignorées, soit rejetées comme des aberrations malheureuses qui nuisaient à ses véritables réalisations. Le Newton de l'imagination populaire ne ressemblait que partiellement à la figure historique complexe. L'interprétation sélective de l'héritage de Newton reflétait de larges débats au sein de la pensée des Lumières,
concernant la relation entre la raison et la foi. Les penseurs progressistes voulaient faire de Newton la preuve que la science pouvait remplacer la religion en tant que guide de l'humanité vers la vérité. Les voix conservatrices insistaient sur le fait que ces découvertes démontraient en réalité la sagesse et la puissance de la création divine. Les deux camps trouvèrent des preuves pour étayer leur position dans les écrits de Newton, bien qu'aucun n'ait reconnu la profonde ambiguïté qui caractérisait sa propre compréhension de ces questions. Pendant ce temps, les idées mathématiques et physiques de Newton étaient développées par une nouvelle génération de philosophes de la nature, qui ne possédaient ni son génie, ni ses réserves philosophiques. Leonhard Euler a étendu la mécanique de Newton pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes en astronomie et en ingénierie. Joseph-Louis Lagrange a reformulé les principes newtoniens en utilisant des techniques analytiques qui étaient plus puissantes que les méthodes géométriques que Newton avait préférées. Pierre-Simon Laplace a appliqué l'analyse probabiliste à la mécanique céleste, créant un système complet qui pouvait prédire les phénomènes astronomiques avec une précision sans précédent. Ces développements représentaient à la fois l'accomplissement et le dépassement de la vision de Newton. Son rêve de réduire la philosophie naturelle à une forme mathématique était réalisé plus complètement qu'il ne l'avait imaginé possible. Pourtant, les nouvelles mathématiques étaient si sophistiquées qu'elles dépassaient de loin tout ce que Newton lui-même avait conçu. Les élèves avaient dépassé leur maître, utilisant les outils qu'il avait créés pour explorer des territoires où ils n'avaient jamais mis les pieds. La révolution qu'il avait initiée se poursuivait sans lui. Les applications pratiques de la science newtonienne commencèrent à transformer la vie quotidienne de manière à valider sa confiance dans le pouvoir de l'analyse mathématique. La navigation devint plus précise à mesure que les astronomes utilisaient sa théorie de la gravitation pour prédire les positions des corps célestes avec une précision extraordinaire. Les ingénieurs appliquèrent ces principes mécaniques pour concevoir des machines plus efficaces et des bâtiments plus solides. Les experts militaires utilisèrent ces calculs balistiques pour améliorer la précision de l'artillerie. Les mathématiques abstraites que Newton avait développées en solitaire prouvaient leur valeur dans d'innombrables applications pratiques. Ces avancées technologiques eurent de profondes conséquences sociales et économiques. L'amélioration de la navigation permit l'expansion du commerce mondial, qui allait alimenter le développement industriel. Une meilleure ingénierie rendit possible la construction de canaux, de ponts et d'usines, qui transformèrent le paysage européen. Une chronométrie plus précise, basée sur l'analyse du mouvement du pendule par Newton, coordonnait des activités économiques de plus en plus complexes. La compréhension mathématique de la nature que Newton avait initiée devenait le fondement d'un nouveau type de civilisation. Pourtant, ce succès pratique créa également de nouveaux problèmes que Newton n'avait pas anticipés. La vision mécanique du monde qui émergea de sa physique suggérait que le comportement humain pourrait être aussi prévisible et contrôlable que le mouvement planétaire. Les théoriciens sociaux commencèrent à appliquer les méthodes newtoniennes pour analyser les systèmes politiques, les marchés économiques et les institutions culturelles. Il en résulta une conviction croissante que l'analyse rationnelle pouvait résoudre tous les problèmes humains. Une confiance qui aurait à la fois des effets libérateurs. Les juristes tentèrent de découvrir des principes universels de justice qui pourraient être appliqués à travers différentes sociétés et cultures. Les économistes politiques recherchèrent des lois mathématiques régissant la production et la distribution des richesses. Même les artistes et les écrivains commencèrent à concevoir leur travail en termes de règles sous-jacentes et de méthodes systématiques qui pouvaient être étudiées et perfectionnées par l'investigation rationnelle. Cette extension de la méthodologie scientifique reflétait l'énorme prestige que les réalisations de Newton avaient conféré à l'analyse mathématique et à l'investigation expérimentale. Si de telles méthodes pouvaient percer les secrets du mouvement planétaire et des phénomènes optiques, pourquoi ne pourraient-elles pas aussi expliquer la psychologie humaine, l'organisation sociale et les développements culturels ? Le succès de la physique newtonienne semblait justifier une confiance illimitée dans le pouvoir de la raison humaine à appréhender tous les aspects de la réalité. Pourtant, l'application des méthodes scientifiques aux affaires humaines révéla aussi leurs limites, d'une manière que Newton lui-même avait vaguement pressenti. La complexité des systèmes sociaux s'avéra bien supérieure à celle même de la mécanique céleste la plus sophistiquée. Le comportement humain était influencé par des facteurs qui résistaient à l'analyse mathématique et au contrôle expérimental. La précision qui caractérisait la physique de Newton ne pouvait être atteinte dans des domaines où la conscience, l'émotion et la tradition culturelle jouaient des rôles déterminants.
Ces difficultés n'ont pas immédiatement freiné l'enthousiasme pour le programme newtonien de réduction de toute connaissance à une forme mathématique. Le succès spectaculaire de sa théorie de la gravitation créa une telle confiance dans les méthodologies scientifiques que les échecs temporaires dans d'autres domaines furent attribués à des techniques inadéquates plutôt qu'à des limitations fondamentales. Chaque génération de savants s'attendait à ce que des méthodes améliorées finissent par placer les affaires humaines sous le même type de contrôle rationnel que Newton avait obtenu sur les phénomènes naturels. La persistance de cette foi témoignait de l'impact extraordinaire de l'exemple de Newton sur la culture intellectuelle européenne. Il avait démontré qu'une investigation rationnelle soutenue pouvait percer des mystères qui avaient déconcerté l'humanité depuis l'Antiquité. Le même esprit qui s'était autrefois recroquevillé devant les comètes et les éclipses pouvait désormais prédire leur apparition avec une précision mathématique. L'univers, qui avait semblé chaotique et imprévisible, se révéla être un système ordonné, fonctionnant selon des lois découvrables. Cette transformation de la relation de l'humanité à la nature représentait peut-être l'héritage le plus profond de Newton. Il avait montré que le monde physique n'était pas un royaume étranger, gouverné par des forces incompréhensibles, mais plutôt un système rationnel que l'intelligence humaine pouvait comprendre et manipuler. La confiance qui émergea de cette reconnaissance allait stimuler l'investigation scientifique pendant des siècles, inspirant d'innombrables chercheurs à s'attaquer à des problèmes que les générations précédentes avaient considérés. L'exemple de Newton suggérait également qu'une telle dévotion à l'investigation rationnelle était la condition de ses réalisations extraordinaires. Ces réalisations avaient exigé des décennies d'isolement, une concentration obsessionnelle et la volonté de sacrifier les relations humaines normales à la poursuite de la vérité. L'homme qui avait percé les secrets de l'univers était resté en grande partie un mystère pour ceux qui le connaissaient le mieux. Son héritage a soulevé des questions troublantes quant à savoir si la grandeur intellectuelle exigeait nécessairement l'isolement émotionnel. Le Newton qui a immergé des récits historiques écrits dans les décennies suivant sa mort était une figure à la fois inspirante et édifiante. Ses découvertes avaient prouvé le pouvoir de la raison humaine à comprendre les phénomènes naturels, mais sa vie avait également démontré les difficultés psychologiques qui pouvaient accompagner une concentration intellectuelle aussi intense. Les générations futures auraient du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait être simultanément si brillant dans la compréhension de la nature et si peu doué pour se comprendre lui-même. Ces énigmes biographiques reflétaient des questions philosophiques plus profondes sur la relation entre le savoir scientifique et la sagesse humaine. Newton avait atteint une compréhension sans précédent de la structure mathématique de la réalité physique. Mais il était resté troublé par des questions sur le sens et le but ultime de l'existence. Sa théorie de la gravitation pouvait prédire le mouvement des planètes avec une précision extraordinaire. Mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi l'univers existait tout court, ni quelle signification la vie humaine pouvait avoir au sein de ces vastes opérations mécaniques. La tension entre l'explication scientifique et le sens existentiel deviendrait dans des problèmes centraux de la pensée moderne, un héritage de la révolution intellectuelle que Newton avait initiée. Son succès à réduire les phénomènes naturels à des lois mathématiques avait créé l'attente que des méthodes similaires pourraient éventuellement tout expliquer, y compris la conscience, la moralité et l'expérience spirituelle. Pourtant, sa propre vie suggérait qu'une telle réduction complète pourrait être impossible, ou peut-être même indésirable. À mesure que le XVIIIe siècle avançait et que l'influence de Newton continuait de s'étendre, ces défis philosophiques devinrent de plus en plus évidents pour les observateurs attentifs. L'univers mécanique qui émergeait de sa physique était magnifique par son élégance mathématique, mais semblait ne laisser aucune place à la liberté humaine, à la responsabilité morale ou à la signification spirituelle. Les critiques commencèrent à soutenir que la science newtonienne, quels que soient ses avantages pratiques, était fondamentalement déshumanisante dans ses implications. Le nourrisson qui devait mourir avant son premier anniversaire vécut pour devenir l'immortel Isaac Newton. Le parcours de Newton, transformé d'un enfant prématuré qui tenait dans une pinte en l'esprit qui a déverrouillé le langage mathématique de la création elle-même. De son enfance abandonnée à Woolsthorpe à ses derniers jours en tant que philosophe le plus célébré d'Europe, révèle le pouvoir extraordinaire de la curiosité humaine et du questionnement incessant. Son héritage perdure,
non seulement dans les équations qui portent son nom, mais dans chaque instant où nous osons nous demander pourquoi l'univers fonctionne comme il le fait. Trouvons que les plus grandes découvertes reviennent à ceux qui refusent d'accepter que quoi que ce soit au-delà de la compréhension.